C'est parti, chers amis. On commence avec le Rav Yitzhak Chouraki. Rav Chouraki, vous nous entendez? Oui, parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, on vous voit, ça me fait très plaisir. Et on a juste une demande, que ce cours soit les Refoua Shelema de Serge Yehuda Ben Denis Marcel. Voilà. Metor Shar Kol Hamecha Bet Israël. Lechavod Arav. Moadim les Simcha. Bonsoir à tous nos amis. Et je voudrais consacrer l'étude de ce soir, période de coronavirus oblige, au problème, je dirais, du confinement lié à la soukha, ou plus particulièrement aux questions qui sont liées à la définition même des dimensions. Nous sommes tous confinés dans nos maisons, nous passons ensuite dans notre soukha, et il y a, en liaison avec la soukha, beaucoup des notions qui sont liées aux dimensions, aux mesures, à la façon de construire la soukha. Il y a des halachot particulières et il y a des définitions de ce que signifient justement les murs dans lesquels nous nous trouvons. Est-ce qu'il y a une dimension qui serait trop grande? Est-ce qu'il y a une dimension trop petite? Est-ce qu'on est à l'étroit ou est-ce qu'on est trop au large dans notre soukha? Voilà ces questions-là qui sont liées à la fois à la soukha et qui particulièrement dans Masechet Soukha, le traité qui traite de la soukha, il y a de nombreux débats qui sont liés à l'étude de toutes les différentes mesures d'une manière beaucoup plus générale dans la Torah, dans les mitzvot. Nous avons, à propos de la soukha, des Arbat Aminim, une réflexion autour justement des mesures qui sont nécessaires pour pratiquer les différentes mitzvot. Par exemple, on nous dit qu'il y a une différence entre les mitzvot chez Eshlaem Shirour et les mitzvot chez Enlaem Shirour. On a des mitzvot qui n'ont pas de mesures particulières. On le lit tous les matins. Elou devarim shen lahem shiur. Il y a des choses dans lesquelles la Torah nous incombe de faire certaines pratiques qui n'ont pas de définition minimale. On nous dit par exemple à PA, va bikurin, va rayon, v'minut sadim, v'talmud Torah. À PA, on doit laisser une partie dans son champ et il n'y a pas de mesure de la taille, la surface qu'on doit laisser pour les pauvres qui viennent ensuite récolter ce qui reste dans son champ. Malgré tout, il y a dans ces différentes mitzvot qui n'ont pas de mesure, les chachamim qui ont donné des mesures. Par exemple, pour le PA, la PA, on nous dit oui, mais il ne faut pas donner moins que au moins un 60e de son champ qui est donné, laissé pour les pauvres. Il y a des mitzvot pour lesquelles on nous dit elles n'aiment shiur, elles n'ont pas de shiur, mais les chachamim nous ont dit malgré, elles les ont laissées sans aucun shiur. Par exemple, Gemilut Hasadim. Il n'y a pas de shiur qu'on donne une petite pièce ou qu'on donne beaucoup d'argent, on accomplit la mitzvah. Talmud Torah, une étude d'un passage de Torah ou consacrer toute la journée à la Torah, chacun est libre de choisir le temps qu'il consacre à cette mitzvah chez Lahem Shiur. En ce qui concerne la Torah, et c'est ce qui nous intéresse à propos de l'étude de la Masechet Soukha, on nous dit qu'il y a une mitzvah, Basukot et chez vous, Shivat Yamim. On a le devoir de vivre dans la soukha. Je précise vivre et non pas s'asseoir, parce que le mot la shevet basouka, kol Israël, Ezrach Israël, yeshevu basoukot, veut dire simplement habiter dans la soukha, comme le Talmud lui-même le dit. Orashtem otam vishavtem ba, vous habiterez en Israël. On n'a pas demandé de s'asseoir par terre en Israël, mais on a demandé simplement d'habiter. Le mot yeshiva, Eret Israël, signifie le fait d'y habiter. Par conséquent, lorsqu'on nous dit basoukot est chez vous, il y a le devoir d'habiter dans la soukha. Il n'y a pas de mesure minimale. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Remarquez qu'au niveau temporel, on a des mesures. Par exemple, pour Pessah, on doit manger un kazaïd de matzah et on nous dit qu'il faut manger une quantité de matzah dans un temps particulier. Kazaïd birde achilat pras. D'ailleurs, la rapidité sur laquelle on doit manger suit la rapidité de l'événement, puisque Yetziat Mitzrayim et Bechipazon, et donc il faut garder une certaine mesure. Pour Sukkot, par contre, on n'a aucune mesure temporelle. On doit être ménarné à son loulav. On ne l'a pas dit. Il faut les narnéa birde achilat pras ou birde zman nirnoura. Il y a un célèbre rabbi dont on raconte qu'il passait plusieurs heures à remuer son loulav en ayant toutes les cavanotes possibles dans les différentes directions de l'espace. Il n'y avait pas de limitation temporelle
à ces Nirnourim du Lulav. De la même manière, la mitzvah d'habiter la souka au niveau temporel est une mitzvah, je dirais, totale. Il n'y a pas de temps particulier pour la raison toute simple qu'on doit habiter tout le temps où il est possible dans la souka. Et d'ailleurs, la mitzvah d'origine n'est pas simplement de manger, c'est de dormir, c'est de vivre réellement dans la souka. Donc, il n'y a pas de dimension au niveau de temps. Par contre, et c'est là où ça nous intéresse en ce qui concerne le problème de confinement, c'est qu'il y a une dimension liée à l'espace, à la définition même de notre souka. Et ça, c'est quelque chose qui est évoqué dans la première Mishnah même de Masechet Souka, où on nous donne les mesures de la souka et on nous dit Souka chez Gevo Mama, si elle est plus haute que 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres de hauteur, et Psula, et Rabbi Yehuda l'autorise. Et inversement, une souka qui est plus basse que 10 tefachim, alors le tefar c'est 8 cm, ça fait 80 cm, c'est vraiment une toute petite souka, elle serait aussi Psula en dessous de ces 10 tefachim, mais si elle est au-dessus de 10 tefachim, elle est kshira. Voilà des dimensions données très fixes en ce qui concerne la taille verticale de la souka. Or, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de dimension dans cette première Mishnah de la taille, de la surface de la souka. On ne nous dit pas quelle est la souka minimale dans laquelle on se sentirait trop à l'étroit, ou inversement, la souka maximale qui serait peut-être trop large. D'ailleurs, au niveau de la lacha finale, on nous dit la souka maximale n'a pas de limite. Kola Ezrar Be'Israël chez vous, souka, ce qui nous enseigne que tout le peuple juif pourrait habiter dans une seule souka, dans une grande souka, une immense souka, plus grande que celle du Kotel, plus grande que les différentes soukotes records dont on a entendu parler, en période pas de confinement, pas de coronavirus, on aspirerait peut-être à s'asseoir tous ensemble dans une grande souka, tous ensemble au niveau physique, comme tous ensemble au niveau spirituel, moral et de cœur, dans toutes les différentes, au-delà de tous les différents clivages qui risqueraient de nous séparer. Mais qu'en est-il d'une souka trop étroite, d'une souka dans laquelle on n'arriverait pas à vivre, on se sentirait confiné, étouffé? Alors il y a quand même une étude là-dessus, c'est la Gemara qui la rapporte, d'une Mishnah qui vient bien plus loin, vers la fin du deuxième Pérec. Et on nous dit, alors il y a deux cas de figure. Premier cas, si quelqu'un est dans une souka qui est large, mais il est assis, rocho verubo betor asuka, donc son corps, sa tête et la majeure partie de son corps dans la souka, veshulchano betor habayit. Mais il a sa table malgré tout pour manger qui est dans la maison. Donc il est assis à l'intérieur de la souka, mais il a sa table. Alors c'est une toute petite souka, il est peut-être sur un balcon où il n'y a plus tellement de place pour pouvoir trouver combien il lui faut de srach de cette dimension de cette souka. Donc une partie est à l'intérieur de la maison, mais il est quand même rocho verubo dans la souka. La table n'étant pas aussi à l'intérieur de la souka, marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, une telle souka serait psoula, et Beth Hillel dit oui, mais puisque lui se trouve dans la souka, peu importe, la table, c'est quelque chose qui est permis. Et sur ce détail, alors on parle d'une souka qui pourrait être grande, et lui simplement se trouve à la jonction, à la limite, au confinement de sa souka et de sa maison, on nous rapporte un autre enseignement qui est dans une Tosefta et qui nous dit mais il ne s'agit pas simplement d'une grande souka où quelqu'un se trouve à sa limite, à sa lisière. Il s'agit même d'une souka qui est trop petite qui ne contiendrait pas rocho, verubo, veshulchano, d'après Beth Shammai, ou d'après Beth Hillel, rocho, verubo, tout simplement. Donc il y a une marloquette, une souka qui serait plus petite que la disposition de rocho verubo pour Beth Hillel, de l'orov de son corps, et pour Beth Shammai, son corps, la majeure partie de son corps et une table pour manger serait psoula. Il y a une troisième opinion, celle de Rabbi Yehuda, qui nous dit pour avoir une souka, il faut que ce soit comme une maison, donc il faut arba amot, al arba amot, 2 mètres sur 2 mètres, 4 mètres carrés, c'est le minimum pour avoir une souka qui est kéchéra. Voilà 3 positions dans le côté restrictif de la plus petite souka qui pourrait exister. Rabbi Yehuda qui nous dit arba amot al arba amot, Beth Shammai qui nous dit rocho, verubo, veshulchano, sa tête, la majeure partie de son corps et sa table, et Beth Hillel qui dit il suffit de rocho, verubo, son corps lui-même suffirait pour être dans la souka. Sur quoi repose cette marloquette? La Gemara nous l'explique en nous disant, d'après Rabbi Yehuda, la première position, il est écrit Teshevu basukot, vous habiterez dans une souka, Teshevu keren taduru, la souka doit être comme une demeure,
au même titre que votre maison. Or, on a une définition minimale de ce qui est considéré par l'halakha comme une maison, c'est Arba Amot al Arba Amot, 4 mètres carrés. C'est d'ailleurs la définition pour avoir la mitzvah de faire de mettre les mezuzot, à propos de la définition d'une maison, pour celui qui aurait construit une maison, qui est parti à la guerre, on le ramène pour faire la chanouka de sa maison. Lorsqu'on doit mettre un hérouv dans une maison, il faut que cette maison-là ait ses dimensions nécessaires. L'idée est très simple de Rabbi Yehuda, il faut faire la souka à la mesure de sa propre maison. Donc, elle a malgré tout une certaine largeur, comme la maison. Toutefois, et c'est l'opinion de Beth Shammai et de Beth Hillel, on ne parle pas véritablement d'une demeure normale. Il s'agit de dirat haray. On accepte l'idée que la souka doit être provisoire, fragile, quelque chose qui n'est pas dans le même faste, largesse et superficie de la maison dans laquelle on habite. Et par conséquent, il faut qu'elle soit semblable à la maison dans un point essentiel, c'est le fait qu'on y mange. C'est le fait que habiter dans sa souka, et c'est comme ça qu'en Khutz-Laaretz, essentiellement, on mangeait dans la souka, puisqu'on n'avait pas trop la possibilité de dormir ou d'y rester toute la journée. Et par conséquent, c'est le fait de manger qui fixe l'idée de la maison dans la souka. Et là-dessus, deux positions, celle de Beth Shammai, celle de Beth Hillel. D'après Beth Shammai, pour manger, eh bien, il faut être assis, mais il faut avoir aussi sa table. Et Beth Hillel, encore plus humble, je dirais, même dans sa façon de manger, nous dirait ben, on peut malgré tout manger, même si jamais on n'a pas véritablement de quoi mettre sa propre table dans la souka. Ce qui est intéressant dans cette marloquette, c'est que contrairement à l'habitude du Talmud en général, où la halakha est fixée d'après Beth Hillel, dans ce cas de figure, la halakha a été fixée dans le Talmud selon Beth Shammai. Et la Gemara nous dit, pour quelle raison? Et c'est comme ça que les Rishonim ramènent cette halakha, en nous disant pour une raison très simple, c'est que dans la Gemara, il y a un débat entre Beth Shammai ou Beth Hillel, et Beth Shammai sont très violents pour défendre leur position, en donnant une phrase définitive à Beth Hillel, en disant si effectivement vous n'avez appliqué la mitzvah de souka que dans une souka tellement petite, lo kiyamta mitzvah souka miyamecha. Tu n'as jamais accompli la mitzvah de souka. Donc, il y aurait une souka trop petite pour Beth Shammai et non pas pour Beth Hillel. Certains disent Lokiyamta, c'est aller un peu loin. Lokiyamta, ka alacha, ka idura, les chachamim. Une grosse question, c'est est-ce que ce shiur-là serait les chachamim qui l'auraient fixé, ou ce serait même le din même si on l'apprend de Ken Taduru, comme vous habitez et comme vous mangez, ce serait une nécessité de la Torah elle-même. Il y a malgré tout une marloquette au niveau de la façon de trancher la halacha entre certains rishonim, notamment le Roche, qui dit la halacha de Beth Shammai a été fixée uniquement dans une souka trop petite, mais dans le risque de quelqu'un qui a une grande souka et qui mange à la limite de sa souka, lui-même étant dans la souka, mais sa table à l'intérieur de la maison, où Beth Shammai aussi avait interdit, en disant on risquerait d'être nimchar, d'être entraîné par la table où il mange pour continuer à manger à l'intérieur de la maison. Il dit là, malgré tout, la souka est kshira. C'est simplement la table qui se trouve dans la maison, ça serait quelque chose de permis. Alors que le Rif, le Rambam, le Tour et finalement le Shulchan Aruch tranchent selon Beth Shammai, à la fois en ce qui concerne la personne qui a une toute petite souka et à la fois en ce qui concerne une personne qui mangerait à la limite de sa souka vers l'intérieur, en disant dans ces deux cas-là, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment dans sa souka puisqu'il va risquer d'être entraîné à l'intérieur de la souka. Voilà une première considération liée à la souka, qui est la considération de l'étroitesse de la souka. Mais ce qui est très intéressant à remarquer, c'est qu'entre ces deux positions, je disais, dans l'opinion même de Beth Shammai, est-ce qu'il s'agit d'une petite souka dans laquelle on n'a pas la place pour mettre sa table, ou il s'agit d'une grande souka, où simplement on se trouve à la limite de la souka, il y a quand même un point très important. C'est qu'il y a des définitions de la souka, plus haut que Esri Mama, plus bas que Asara Tefahim, qui sont des définitions objectives, selon lesquelles on a à mesurer qu'est-ce que est la souka absolue, formelle. C'est quelque chose de totalement objectif. Tandis que dans la souka, au niveau de sa limite de la souka, dans la façon dont la surface trop petite, elle est définie
par la façon de chacun d'avoir sa corpulence, ses habitudes pour manger, puisqu'on nous parle de Rocho, Verubo, Veshulchano. Mais Rocho, Verubo, ça dépend de chacun. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a dans la superficie de la soukha quelque chose de totalement subjectif et relatif à la personne qui se trouve dans la soukha. C'est très remarquable pour une raison très simple, c'est que ce côté subjectif, relatif à la personne, ce côté, je dirais, personnel de la soukha, se retrouve dans la Guémara mesuré lui aussi. Et on a finalement un passage, comme dans beaucoup de domaines de la halacha, d'une mesure humaine, d'une mesure relative au cas particulier, à une mesure standard, formelle, objective. Et on nous dit par exemple quelle est finalement la taille d'une soukha, Rocho, Verubo, Veshulchano. Alors Rocho, Verubo, on mesure qu'on peut s'asseoir dans la position de Shisha Tefahim, Ama al-Gabe Ama, une coudée sur une coudée, et si on rajoute encore un téphar pour avoir une table, alors une table d'un téphar, c'est vraiment très très rudimentaire, on aurait finalement Sheva Tefahim. Voilà, Sheva Tefahim, la soukha a pris une dimension objective. Et c'est finalement ce qu'on a dans la halakha, puisqu'on nous dit voilà comment construire les différents murs de la soukha en ayant au moins Shivra Tefahim, c'est le minimum pour avoir les défanotes de la soukha, une soukha qui aurait 7 téphars sur 7 tefahim, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement restreint, même si on prend un téphar à 8 cm, etc., ça ne va pas très loin. Gardons en tête cette idée de la mesure, de la taille de la soukha qui doit être à l'origine ou qui est fondée dans sa définition sur le côté particulier de la personne qui habite dans la soukha. C'est une mesure à la taille de l'habitant, une mesure à la taille humaine et non pas une mesure objective absolue. Avant de continuer dans les dimensions de la soukha, un peu de sens à ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Beaucoup de nos maîtres, et on pourrait longuement expliquer les différentes marlokot de cette maseret, mais beaucoup de nos maîtres, notamment Balei HaChassidut, et je pense en particulier à Rabbi Tzadok HaKohen, qui dans un de ses commentaires nous dit sur quoi repose la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il dit c'est très simple, la soukha est à la mesure humaine. S'asseoir sous la soukha, c'est accepter avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu, pas la protection des murs solides de notre maison, mais dans la fragilité de la soukha, le bitachon, la confiance dans la providence d'Akadosh Baruch Hu. La soukha n'est pas dans notre maison, elle est à l'extérieur, on sort de chez soi pour accepter l'idée que Akol Bidei Shamayim, tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Oui, mais la shulchan, ce qui nous donne la subsistance, ce qui nous donne le kiyum, l'essentiel de notre existence. Est-ce que cela aussi est entièrement d'Akadosh Baruch Hu, nécessite entièrement la confiance à Akadosh Baruch Hu, on s'en remettrait entièrement aux mains de la providence, ou, et c'est l'opinion de Beth Hillel, nous sommes assis à l'intérieur de la soukha, mais la shulchan, la subsistance, le kiyum, l'existence première, eh bien, elle dépend aussi du travail de l'homme. Elle dépend aussi de la ishtadlut, de la façon dont l'homme prend son destin entre les mains et veille à sa subsistance. C'est une composante de la hashgacha d'Akadosh Baruch Hu et du travail humain. Par conséquent, d'après Beth Hillel, on est assis dans la soukha, certes, notre personne, notre essence, notre esprit est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, mais on doit aussi, de manière rationnelle, travailler pour avoir notre alimentation. On ne peut s'en remettre au miracle pour avoir sa subsistance, pour avoir la santé, pour avoir la guérison. C'est très important, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de toutes ces choses-là. Mais on doit faire l'effort nécessaire à garder les mesures nécessaires pour pouvoir garder la santé, ne pas provoquer une épidémie qui pourrait se répandre un peu plus. C'est le rapport entre la personne dans la soukha et la shulchan qui est à l'intérieur de la maison. Pourtant, Beth Shammai nous dit, mais il faut même la shulchan à l'intérieur de la soukha. Pourquoi? Eh bien parce que Beth Shammai dit, c'est vrai, c'est très important à l'homme de travailler, de participer lui aussi. Mais au fond des choses,
même la conduite humaine est elle-même entièrement sous les mains d'Akadosh Baruch Hu. On a parfois l'illusion de notre apport personnel, l'illusion du travail, l'illusion de croire que c'est par notre force que nous accomplissons toutes ces choses-là. Mais au fond des choses, à la fin des temps, lorsque nous nous trouvons dans la soukha comme une sorte de manière d'anticiper la présence d'Akadosh Baruch Hu, l'Eratid Lavo, Me'en Olam Haba, eh bien on se trouve entièrement sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, même dans notre subsistance. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout, non seulement ce qui concerne le côté moral et spirituel, mais aussi ce qui concerne le côté existentiel premier. Finalement, il s'avérera à la fin de l'histoire que toutes les différentes aventures humaines, que toutes les différentes tentatives de l'homme de prendre son destin entre ses mains sont finalement aussi voulues, réfléchies, préconisées, anticipées et sous la providence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà une première lecture entre Beth Hillel et Beth Shammai en ce qui concerne ce confinement dans lequel on se trouve dans la soukha. Pourtant, il y a une lecture, je dirais, première de tout ça, qui se trouve, je dirais, la plus classique peut-être de tout ça. C'est la définition même de la soukha. Est-ce que la soukha est là pour rappeler les Hanan et Kavod, les nuées qui ont accompagné les Béné Israël dans le désert, ou ce sont des soukhotes réelles, concrètes, dans lesquelles les Béné Israël habitaient dans le désert? Voilà une marloquette très connue de la Gemara, mais qui est évoquée sous un langage particulier dans un passage des plus anciens de la Torah Sheba'al Peh, la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui exprime la position de Rabbi Eliezer, les Hanan Kavod, ces nuées, de la façon suivante, avec une petite touche, je dirais, poétique à la chose. On en prend dans le passouk de la Torah, qu'il est écrit « Vaïsou Bene Israël Mera Meses Soukota ». Ils sont partis de Ramsès à Soukota. Soukota serait le premier lieu où ils sont arrivés après avoir quitté Ramsès, la direction de Soukot. Sur ça, la Mechilta des Rabbi Shimon Bar Yochai dit la chose suivante. Pourquoi les Soukot sont immédiatement à proximité de Ramsès? Il dit la chose suivante. Hanan et Kavod ba'u vechanu al gagé Ramsès. Les nuées qui protégeaient les Béné Israël sont venus chercher les Béné Israël sur les toits de Ramsès, comme s'il y avait d'un côté les toits solides, fortifiés de la Ramsès, la ville égyptienne, et sur ces toits-là arrivent les nuées de la protection d'Akadosh Baruch Hu, comme si elles remettaient en question la force et la solidité même de la ville de Ramsès. Mais la Mechilta continue et dit la chose suivante. Machal lema davar domé. À quoi cette chose ressemble? Les Hatan she'evi apirion les fetar beta chez la Kala. Un jeune marié qui vient amener le dénuptial, le palanca, la litière dans laquelle on va transporter la Kala devant même sa maison pour venir la chercher et l'approcher. Les Hanan et Kavod sont comme la choupa, sont comme le apirion, les palanquins dans lesquels on met la personne, les mariés, pour les préparer, pour les amener vers le lieu de leur rencontre. Akadosh Baruch Hu va se marier avec les Béné Israël. On parle de Matan Torah comme étant la Hatuna d'Akadosh Baruch Hu et des Béné Israël. Et bien voilà, Akadosh Baruch Hu vient les chercher dans la maison même de leur mère, dans la maison même où ils habitaient, sur les toits de Ramsès. C'est très intéressant. La soukha est imaginée comme le côté premier du Yihoud, le Heder, où on se rassemble à Misraël et à Kadosh Baruch Hu, comme au premier temps du début même de la sortie d'Égypte. On n'a pas besoin de manger. On n'a pas besoin à ce moment-là de penser à de satisfaire les besoins. On est d'abord dans l'extase du bonheur de se retrouver avec Akadosh Baruch Hu, mais Rocho et Roubo peuvent suffire. Et simplement le fait même d'y être, eh bien, est déjà en soi le sens même de la soukha. Voilà l'explication toute simple. Hanan et Kavod, eh bien, ça pourrait correspondre parfaitement à l'idée de Beth Hillel. On a dans une soukha simplement Rocho et Roubo. Pourtant, il y a une autre opinion, celle de Rabbi Akiva, qui nous dit non, ce ne sont pas les soukhotes des Hanan et Kavod, c'est des soukhotes mamash. Ce sont des soukhotes réelles et très consistantes. Et ces soukhotes-là sont évoquées par le Rashbam dans son commentaire sur la Torah, dans une précision particulière. Il dit pourquoi s'en rappeler une fois qu'on arrive en Eretz Israël? Il dit mais c'est très simple. Chag HaSukkot, c'est Chag HaAsif, c'est la fête dans laquelle on a engrangé, amassé toutes les différentes récoltes de nos champs, on a maintenant la prospérité, la bracha, on est heureux d'avoir la subsistance pour l'année qui va venir.
Et Akadosh Baruch Hu nous dit, les Maran Tizkeru, rappelez-vous, qui basukot au Shavtiet Ben Israël Bamidbar Arbaim Shana, Belo Yishuv ou Belo Nachala. Vous n'avez pas toujours eu cette beracha, vous n'avez pas toujours eu ce territoire, vous n'avez pas toujours eu la possibilité par vous-même de procéder au travail du champ pour en retirer ses richesses. Eh bien, rappelez-vous cette situation fragile dans laquelle vous vous trouviez sans aucune nachala, lorsque vous étiez uniquement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une sorte de paradoxe, on se trouve dans la soukha avec toutes nos richesses, avec toute l'opulence de nos récoltes, et on a le devoir de se souvenir des premiers temps où nous étions là en train de vivre et de manger, mais qu'avons-nous à manger? Pas grand-chose. Alors c'était une bracha, la manne d'Akadosh Baruch Hu, mais elle demandait quelque chose de minimal. Eh bien, il y a dans le souvenir des Sukkot du désert, le souvenir de cette période fragile, entièrement dépendante jusque dans notre subsistance d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne pouvez pas laisser la table à l'intérieur de la maison. L'essentiel justement de cette subsistance qui ne dépendait pas de nous mais d'Akadosh Baruch Hu, c'était votre table, c'était la manne qu'Akadosh Baruch Hu vous donnait. Par conséquent, il faut vivre dans la soukha Rocho Verubo Veshulchano. Il faut, au moment où nous rentrons dans notre soukha, se rappeler les débuts d'un État juif qui a commencé par des campements de Olim, qui en 1950 a transformé les Machanot Olim en Mahabarot, des différents bidonvilles, tentes, différentes constructions fragiles, et qui ensuite sont passés au Shikunim, sont devenus des Ayarot Pitoir, sont devenus des zones de limite avec pour la guerre. Et on avait le souvenir, 80% des Machanot Olim avant 1950 étaient habités par des Juifs d'Europe. Ensuite sont arrivés les Juifs orientaux, 50-50%. En 1952, à 80%, les choses se sont renversées. C'est les Juifs orientaux qui habitaient là-bas. On ne peut pas continuer la suite de notre histoire, de l'opulence, de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'existence juive en oubliant les débuts de son histoire, et notamment l'union qu'on célèbre avec les Arba'at Aminim, eh bien l'union à laquelle on rêve entre les différentes espèces et catégories de tout le Ham Israël qui devraient s'unir et non pas se déchirer dans une période particulière comme celle-là, comme de Sukkot. Voilà peut-être un des sens fondamentaux qu'on aurait à travers la soukha Rocho Verubo et la table dans laquelle on se trouve lorsqu'on est dans la soukha. Mais il y a quand même encore d'autres dimensions qui sont évoquées. Alors on nous dit, en dessous de 10 tefachim, c'est trop bas, on appelle ça dira serucha, on ne peut pas habiter dans une habitation si basse, mais il y a aussi une dimension trop haute. On nous dit, elle ne peut pas être au-dessus de Esrimama. Pour quelle raison? Alors il y a différentes positions. Certains disent, parce que l'opinion de Rabbah dans la Gemara, parce qu'au-dessus de Hama, de Esrimama, de 10 mètres, eh bien, on ne voit pas, on ne perçoit pas le srar. On est, au niveau de notre conscience, du toit de la soukha, eh bien, on n'en a plus conscience, c'est tellement haut que les yeux ne se lèvent pas si haut. Une deuxième opinion nous dit non, mais c'est que là, au-dessus, lorsque le toit est si haut, eh bien, ce sont finalement l'ombre des murs, comme s'il n'y avait pas de srar, il n'y avait plus d'utilité de l'ombre du toit, puisque les murs feront office d'ombre. Dans un sens comme dans l'autre, c'est comme si objectivement le toit n'existait pas. D'autres opinions disent, mais c'est parce que si on voudrait construire une soukha si grande, ça devrait nécessairement être une soukha solide. Or, l'essence de la soukha, c'est justement la fragilité. C'est justement le côté, je disais, les camps de Mahabarot, les camps de transit. C'est le côté dans lequel on est provisoirement, dans un voyage du désert pour entrer en Israël, dans cet élément permanent de mouvement que le Ham Israël ne quitte pas, même arrivé à destination. Voilà ce qui serait remis en question par une soukha trop solide, trop massive, pour pouvoir soutenir une soukha aussi haute de Esrimama. Et puis il y a une autre opinion qui nous dit, oui, mais ce n'est pas nécessairement absolu cette dimension-là. C'est pour une soukha trop petite, où il y a Rocho, Verubo, Veshulchano, comme on l'a défini maintenant, ben, si on a une soukha plus grande que Esrimama, ce n'est pas possible. C'est devrait une soukha disproportionnée, très étroite dans sa surface, très haute dans sa hauteur. Il faut avoir une certaine harmonie des différents éléments qui concernent la soukha. Il y a une dernière position qui est moins connue parce qu'elle n'est pas dans la soukha du Talmud Bavli, elle est dans le Talmud Yerushalmi. Elle dit tout simplement, on apprend c'est Esrimama du Bet Hamikdash, où le pétard du Echal était d'une hauteur de Esrimama.
Et la soukha est un souvenir du Mishkan, du côté provisoire et fragile des déplacements du Ham Israël dans le désert, et non pas du Beth Amikdash, qui est déjà magnifique dans sa magnificence solide et bien établie. On doit garder le côté Mishkan de notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu au moins une fois dans l'année. Et je crois qu'on pourrait approcher ces différentes considérations sur les dimensions de la soukha d'un problème majeur, fondamental, je dirais, de l'époque dans laquelle on vit, et qu'on pourrait dire un problème, une question de taille dans les deux sens du mot. C'est le problème je dirais, du modernisme de manière absolue, au niveau de l'architecture. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Beaucoup se sont penchés pour essayer de définir ce qui composait les bases même de l'architecture moderne. Or là, on a différents éléments très intéressants. J'en donne un, par exemple, Minoru Yamasaki, un architecte américain qui n'a pas eu beaucoup de chance avec ses différentes constructions. C'est celui qui a construit le World Trade Center au début des années 70, qui est arrivé à 400 mètres de haut, en son temps le bâtiment, la tour la plus haute du monde, et qui a fini de façon tragique, comme on le sait. Ce même Yamasaki avait construit bien avant, en 1957, un quartier de logement social à Saint-Louis, dans le Missouri, Puerto Rico, qui est réputé pour avoir 33 bars de 11 étages, en créant des unités de logement, de 3000 unités de logement dans cet ensemble-là, et qui a finalement fini de la même manière que le World Trade Center, pas par le terrorisme, mais parce que c'était un endroit totalement impossible à gérer, qui avait totalement détruit toutes les différentes nécessités urbaines et qui finalement a été démoli dans les années 70 jusqu'en 79 où ils ont complètement éliminé ce quartier de logement social et d'ailleurs on considère ça comme l'année de la fin du modernisme au niveau architectural. C'est très intéressant à réfléchir là-dessus. Le brutalisme d'une certaine architecture qui est indifférente à l'insertion dans l'environnement, un certain gigantisme entre parenthèses, qu'on retrouve dans beaucoup de différents pouvoirs politiques, du rêve américain d'un côté, comme on pourrait retrouver dans les pays communistes ou de grandes villes en Chine. L'esprit moderne a le sentiment, j'allais dire l'hybris, de se substituer au monde naturel d'un espace indifférencié où rien ne fait plus obstacle à sa pensée géométrique. Et il essaye de retracer de façon artificielle les différents traits, les différentes lignes qui vont pouvoir composer le paysage urbain. Au lieu de se soumettre aux nécessités de la nature, l'arasement qui rend tout lieu équivalent à tout autre. D'ailleurs, le mot est très intéressant, remarquez la force qu'il y a derrière, on parle de bulldozer. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le bulldozer. Le bulldozer, comme boule, c'est le taureau, et dozer, c'est celui qui donne la dose pour un taureau. C'était les punitions au fouet qu'on donnait aux esclaves à l'époque de l'esclavage dans les États-Unis. Puis ensuite, quand l'esclavage a été éliminé, après la guerre de sécession, c'est devenu la manière d'intimider les Noirs et les populations qui subissaient la ségrégation. Et enfin, les bulldozers, c'est l'homme qui se met à exercer des violences, plus contre les personnes, mais contre les différentes nécessités du monde. Voilà une violence qui s'exerce vis-à-vis du monde, une violence qui s'exerce vis-à-vis de la terre. Remarquez que nous-mêmes, aujourd'hui, dans tout notre monde virtuel, eh bien, on se retrouvait, il fut un temps pas si long, il n'y a pas plus d'une année, ensemble dans un même espace géographique, ensemble sous une même soukha. On espère, Bezrat Hashem, l'année prochaine, s'y retrouver. Mais aujourd'hui, on est dans un monde virtuel, dans un monde dans lequel les dimensions, les nécessités du monde n'ont plus aucune prise sur nous, puisqu'on arrive de façon digitale à communiquer. Là, on arrive à retrouver notre chemin dans le monde uniquement par GPS intermédiaire, c'est-à-dire par des données et des références satellites, qui était d'ailleurs à l'origine, les gens l'oublient, GPS conçu pour les déserts, et on l'a finalement utilisé dans nos villes. On est en train de ramener nos villes à un espace dans lequel il n'y a plus de particularité réelle au niveau de l'espace, et les gens parfois d'ailleurs ne font plus attention au monde dans lequel ils se trouvent. Voilà l'échec total d'un certain urbanisme. Et sur cette idée-là, beaucoup de penseurs de l'architecture moderne sont arrivés à dire que ce n'est plus simplement un problème de l'architecture, c'est un problème général de nos sociétés. La taille des sociétés humaines a dépassé le cadre d'une société à la bonne dimension. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop grand.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure la question de taille, et c'est plus un problème de, comment dire, de nature, c'est un problème d'échelle des choses. D'ailleurs, les anciens avaient différents mots pour parler de la juste mesure. Le mot métrion à l'origine, qui a donné la métrie, toute l'origine de la mesure de toutes les choses-là, c'était pas la mesure, c'était la juste mesure. Comme kéros, c'était la bonne heure. Comme prépone, c'était la conduite convenable. On avait une réflexion sur ce qui était pas la mesure infinie et immense, mais la mesure qui était à la bonne taille. Or, le côté particulier des seuils qui ont été dépassés de façon irréversible, eh bien, c'est ce qui a donné aujourd'hui une sorte d'invariance à toutes les différentes parties qui composent quelque chose. Alors, je vous donne une retombée de ça en ce qui concerne le côté de société politique. Le monumentalisme, le gigantisme, la démesure du territoire, qui d'ailleurs a longuement été analysé par ceux qui ont raconté l'histoire américaine, notamment dans un livre d'un grand historien de la fin du 19e siècle, Frederick Jackson, qui parlait des frontières qui ont toujours été repoussées. Et ensuite, quand Kennedy dira on va essayer de la conquête de l'espace, ayant fini de conquérir le territoire, il y a comme la démesure d'essayer de dépasser l'échelle qui nous est donnée par la nature, dans laquelle Akadosh Baruch Hu veut nous confiner justement. Planifier à l'échelle du pays, indépendamment des régions, des cultures, des personnes, c'est l'illusion de dominer. Rappelez-vous que dominer, c'est d'avoir le pouvoir, mais ça vient de domus, le domicile, le dôme. C'est d'avoir le pouvoir sur la maison et du pouvoir sur la maison, sur les personnes qui habitent ces maisons. Et voilà ces immeubles-là de 300, 500, 1000, 3000 habitants. Des quartiers entiers conçus uniquement dans le côté projeté dans le programme de certaines personnes. Et pour aller dans l'extrême de ça, de mémoire Oni, Albert Speer, l'architecte du Troisième Reich, a été lui-même qui a utilisé ses talents d'architecture pour mettre au service du totalitarisme, peut-être d'une certaine manière, dans la suite moderne d'une période très, très, très ancienne et qui avait déjà toute cette modernité déjà présente avec elle. Et c'est l'un des commentaires du Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur la Souka. Il nous dit, mais la Souka, c'est l'antithèse de Migdal Bavel. Migdal Bavel, par définition, c'était quoi? C'était la faute première, le péché originel de l'humanité. Essayer de construire de manière artificielle, avec des moyens artificiels, les Aven, plus de pierres de la nature, et maîtriser à travers ça le monde, être hypnotisé, être envoûté par le pouvoir, par la force, par l'absolu que peut sembler conférer les différentes constructions. L'antithèse de Migdal Bavel, mais c'est la Souka, qui est modeste, qui est discrète, qui est fragile, qui donne le bitachon d'Hachem et non pas le bitachon, la solidité de ses murs, qui est provisoire, quelque chose qui va disparaître, qui est voué à ne pas durer et qui justement par là a peut-être plus de longue vie, de continuité que les différents bâtiments qui se décomposent et dont on ne sait plus quoi faire si on ne les démolit pas eux-mêmes. Remarquez d'ailleurs que même l'idée de la souka est elle-même évoquée dans le Navi Yesharia, Venotera Batzion, qui est souka bakerem, comme une souka, alors qu'à l'origine, la conception de ce kerem était Vaïven Migdal Betocho, dans un autre passage de Yesharia. Akadosh Baruch Hu a construit une migdal, mais cette migdal-là s'est transformée en souka. Or, l'un des mots pour parler de cette migdal et pour parler du Beth Amikdash, eh bien, Vaïven Migdal Betocho, dit le Talmud, c'est pas la migdal de Bavel, la souka qui est là pour au contraire être l'antithèse de cette chose-là. C'est le seul bâtiment qu'on a pu construire qui a eu quelque chose de grandiose pour l'âme Israël, c'est le Beth Amikdash. Voilà ce Beth Amikdash qui, même si jamais il est détruit, même si jamais il n'a pas réussi à arriver à durer, eh bien, il garde malgré tout un peu Venotera Batzion, qui est Souka Bakerem, comme étant un petit peu présente dans notre Soukot. Remarquez, tout à l'heure, je parlais de Ramessès et de la première déplacement, c'était Souka. Eh bien, il y a eu l'avancée accropète de la Souka de Bavel, qui essaye de s'élever très haut. Eh bien, l'Égypte a essayé d'avoir le même principe en élevant de grands monuments, mais pas vers la hauteur, mais pour arriver aux profondeurs du Sheol, puisque les très hautes pyramides sont là pour essayer d'avoir une durée, d'avoir une continuité vers le royaume des morts, vers le monde souterrain et lumineux de la mort,
que les Égyptiens ont réessayé malgré tout d'avoir l'illusion de maîtriser à travers tout ça. Voilà notre soukha à côté de ça, qui est totalement, je dirais, dans son dénuement, eh bien, qui a malgré tout la base de l'antithèse de ces grands bâtisseurs d'empires, bâtisseurs de cathédrales, de tous ceux qui ont essayé de construire à travers leur construction, obtenir le sentiment de continuité et de solidité. Mais il y a encore un point important. Ce point important, c'est lié aussi au climat, et particulièrement au toit lié au climat. Vous avez remarqué qu'il y a différentes sortes de toits. Et les différentes sortes de toits correspondent aux différentes sortes de climats. Par exemple, les toits penchés, on a un rachis particulier qui dit qu'il y a une différence entre les toits plats, dans les pays où il y a moins de pluie, ou les toits penchés pour permettre à la pluie de s'écouler. Il y a certains toits à coupole pour permettre, avec un oculus, de pouvoir permettre de libérer l'air chaud dans les pays beaucoup plus chauds. Or, il y a certains toits qui sont des toits, par exemple, avec des pagodes. Les toits pagodes sont très intéressants. Ils sont très larges vers le bas, mais à la fin, ils se relèvent comme une sorte de tremplin pour remonter. Alors, certains ont dit, oui, c'est pour permettre d'obtenir le maximum de lumière qui rentre à l'intérieur. D'autres ont expliqué ça en disant, ces toits en pagode qu'on a en Orient sont le souvenir de certaines tentes qui étaient accrochées, où on avait, avant d'avoir ces toits-là, comme une sorte de tente qui nous permettait justement de retrouver à travers le toit, le sentiment de ces tentes. Alors, il y a quelque chose d'autre qui m'a été inspiré par quelqu'un qui a écrit un livre sur un souvenir de son voyage en Chine et qui a décrit justement la Chine comme quelque chose de très intéressant et particulièrement la Chine rurale. Il dit, mais ce qui est surprenant, ce qui est frappant pour quelqu'un qui va dans toutes ces, des régions rurales de la Chine, c'est que l'agriculture ne laisse aucun endroit vide. L'agriculture n'a laissé aucun territoire inexploité. Il y a une saturation du paysage qui exploite toutes les possibilités jusqu'aux rives du Honghe, du Xinjiang, qui arrive à cultiver même sur l'eau. Et on a différentes cultures pour pouvoir exploiter le paysage jusqu'à ses limites les plus absolues. On a chez nous, par exemple, des cultures en terrasse. Là-bas, pour avoir le riz qui demande des cultures horizontales, un arasement total du paysage qui ne laisse aucune place pour l'homme. Et par conséquent, les toits qui descendent et qui remontent lorsqu'on n'a plus de possibilité de garder une certaine place dans le monde, eh bien on essaye d'avoir le tremplin, l'envol vers le plus haut, vers le ciel. Et d'ailleurs, l'écriture chinoise est quelque chose qui nous est écrit dans le côté vertical. Ce sont ceux qui maîtrisent, qui voient comme origine de tout leur empire, de leur pouvoir, eh bien l'empereur, fils du ciel. L'idée qui nous élève, même je pourrais dire jusque dans le côté ludique des différents cerfs-volants qui essayent de peupler après avoir rempli totalement le paysage, eh bien remplir le ciel. Mais notre rôle d'homme n'est pas d'essayer de fuir le monde vers le ciel ou de se rester entièrement ancré dans un monde qui essayerait lui-même, à l'image de la tour de Babel, de déborder vers le ciel. La Torah nous parle de la jonction du ciel et de la terre. Comment le ciel peut-il éclairer dans les interstices de notre srar? On doit voir les étoiles comme si jamais, à travers notre dimension fragile, on peut voir un peu les éclairs qui illuminent notre monde terrestre. Est-ce que justement la caractéristique particulière du srar, c'est le fait de pouvoir réfléchir sur un monde qui reste terrestre, mais qui arrive malgré tout à être influencé, à être déterminé, à avoir une certaine inspiration qui vient du ciel. Remarquez qu'habiter sous un toit n'est pas quelque chose d'aussi évident. Il y a des gens qui ont grandi dans des sociétés nomades et qui ont l'impossibilité de rentrer dans des maisons. J'avais lu un jour que des Sherpas dans l'Himalaya se sentaient étouffés lorsqu'ils rentraient dans une chambre, lorsqu'ils rentraient dans une maison. Ils ont l'habitude de vivre au grand air et dormir sous un toit fermé était pour eux presque quelque chose de claustrophobe. Ils avaient besoin, c'est comme si on était enterré, comme si c'était déjà dans une tombe, sous terre. Ils ont besoin de la liberté que leur donne une vie totalement au grand air. Il y a la description d'un
grand écrivain français qui est venu de sa campagne natale, d'une famille de paysans, et qui est arrivé à Paris. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il a comme remarque particulière à Paris? Il dit, mais c'est très simple. À Paris, tout le monde n'habite que dedans. Il n'y a pas de dehors, parce que même quand on sort de chez soi et on va dans la rue, les maisons sont tellement hautes qu'on ne voit même pas un petit bout du ciel. Les gens ne peuvent pas sortir. Est-ce que nous sommes encore avec la possibilité de sortir de notre dirat keva pour entrer dans cette dirat harai? Est-ce que notre monde est à certaines dimensions tellement rationalisé, tellement érasé par le côté physique et géographique, mais aussi par l'organisation, par les prévisions, par les plans qui sont faits, par toute notre manière d'entrevoir le monde, qu'on ne sort que très peu de l'ordre que nous avions préconisé. Certains ont dit des Américains qui ne peuvent pas sortir de l'Amérique parce que où qu'ils aillent dans le monde, eh bien, ils rencontrent l'Amérique. Ils ont Coca-Cola, ils ont la langue anglaise, ils ont tout. En fait, est-ce qu'ils peuvent un jour sortir? Mais non, ils ne sortent jamais. Ils se retrouvent où qu'ils aillent. Eh bien, voilà la question qui nous interpelle lorsqu'on arrive à Sukkot. Et je terminerai par cela. Est-ce que nous sommes encore dans la capacité de rencontrer quelque chose d'autre? Est-ce que d'une part, nous pouvons sortir de chez nous, de nos certitudes, nous pouvons trouver quelque chose qui nous amène plus proche du ciel, plus proche de la providence d'Hachem? Et est-ce que d'autre part, nous ne risquerons pas d'aller de se perdre au moment où nous sommes sortis? Vous avez remarqué que dans la période que nous vivons, il y a deux éléments totalement opposés l'un à l'autre. D'une part, pour ceux qui sont dans les Bate Knesset, on nous dit vous ne pouvez pas rentrer dans votre Bete Knesset. Vous faites vos prières à l'extérieur, dans les cours, dans les rues, sur les places, dans les jardins. On est à l'extérieur. On se demande est-ce qu'on va pouvoir un jour réintégrer l'intérieur de nos synagogues? On est donc, au lieu d'être à l'intérieur, dehors. Pourtant, pour l'ensemble des gens qui sont en bidoud, en séguerre, qui sont chez eux, c'est l'inverse. Ils sont confinés, ils veulent sortir, ils veulent dépasser leurs limites, ils veulent aller dehors. Pour certains, le sentiment, et pour nous, parfois, on a les deux en même temps, le sentiment est parfois d'être dehors quand on veut être dedans, d'être dedans quand on aimerait être dehors. Ces deux dimensions-là sont à explorer. Est-ce qu'on peut sortir de notre maison pour entrer dans notre souka? Est-ce qu'on peut ensuite sortir de notre souka pour réintégrer notre maison? Peut-être que ces deux dimensions doivent coexister en permanence avec nous, sortir vers l'extérieur de toute notre certitude, sortir vers l'extérieur de tous les moments dans lesquels la maison risquerait de nous étouffer, mais cette sortie n'est pas qu'une fuite, c'est à l'extérieur qu'on a l'expérience peut-être la plus profonde de la dimension humaine, de trouver la taille d'une souka proportionnelle à la taille nécessaire de ce que nous avons. Ce n'est pas une explosion vers l'extérieur, c'est au contraire une manière de gérer très très exactement la souka. C'est ni l'intérieur ni l'extérieur absolu, c'est justement ce moment particulier où on n'est ni dedans ni dehors, ou à la fois dedans et à la fois dehors. C'est peut-être le symbole même de l'époque dans laquelle nous vivons. Eh bien, nous avons l'espérance que autant cette souka-là est momentanée et zmanite, et finalement vouée à durer une semaine et ensuite retourner chez nous, eh bien nous avons peut-être l'espérance que cette période, d'une manière plus générale dans laquelle nous nous trouvons, ne sera pas définitive. Mais si nous sommes sortis de nos Bate Knessiot, nous avons intégré l'espace public, eh bien c'est pour essayer de réfléchir en quoi les données de notre Torah peuvent éclairer l'ensemble du monde général, clali, civil, et comment finalement de cette sortie de chacune de nos demeures personnelles, nous pourrons réintégrer la demeure collective et absolue du Am Israël, Bet Hashem, Bet Abechira, Bimhera, Beyamenu. Amen. Amen, Ken Yehi Ratzon, Toda Rabba, merci beaucoup au Rav Yitzhak Shuraki de Yerushalayim. On continue tout de suite. Vous êtes plus de 500 personnes en Zoom, 500 connexions. Si vos amis veulent encore continuer avec nous, dites-leur de se connecter sur le lien YouTube. On continue, chers amis. La veillée d'Hoshana Rabbah, en direct de Jérusalem. On est toujours là, on est toujours en direct, chers amis, et également un autre shoutaf, un autre associé très important de cette soirée,
c'est le Chouk Benogros, où je travaille là-bas depuis plus d'1 an. Et on aimerait dire bonsoir à Michael Gross, Moadim et Simcha. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Johan, Moadim le Simcha. Shalom, Michael Gross, vous êtes le fils du professeur Benogros et également le directeur du Chouk Benogros à Tel Aviv, qui s'occupe des étudiants et des jeunes. J'ai envie de vous poser cette question à la suite du cours du Rav Chouraki. Le Rav Chouraki, il faut vous faire une confidence. Le titre de son cours qu'on a écrit, c'était « Sortir de la soukha ». Mais lui, il a dit non, comment sortir dans la soukha? Comment passer de ce dirat keva vers ce dirat arai? Comment passer du notre confort à cette soukha? Mais moi, j'ai envie de poser une question. Comment sortir de cette soukha? Et qu'est-ce que vous pensez de ce Simchat Torah qui est là dans quelques heures? Est-ce que ce sera un Simchat Torah peut-être un peu différent des années précédentes, à votre avis, Michael Gross? Le Simchat Torah cette année sera différent de celle des années précédentes. Et nous ne serons pas dans un Beth Knesset surpeuplé. Nous ne pourrons pas faire des hakafot en mettant la main dans la main de celui qui est devant nous ou sur son épaule. Et les enfants ne courront pas entre nous et on n'ira pas d'embrassade du Sefer Torah ni entre nous. Et rien ne passe de main en main, ni le Sefer Torah, ni le kugel et les gâteaux du Kiddush. Et donc, le Simchat Torah cette année ne sera pas le même que des années précédentes auxquelles nous étions habitués. Et cependant, il faut faire une différence importante entre la forme et le fond. La forme change, la forme doit changer. Le fond, il est immuable, il reste le même. Et juste 2 petits exemples d'actualité. Et vous savez sans doute qu'à l'époque, en Eretz Israël, on lisait la Torah et on finissait la Torah en 3 ans et demi, pas chaque année. Et donc, évidemment, Shmini Atzeret était fêtée d'une manière entièrement différente que celle que nous sommes habitués aujourd'hui. Et donc, il y a eu un changement de forme. Et autre exemple, Yom Kippourim, ou même Sukkot. Si vous faites un effort de passer en l'an 70 de l'ère générale, comment est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, Yom Kippour? L'année précédente, il y avait un Kohen Gadol, il y avait des sacrifices au temple, et puis le temple a été détruit à Tisha B'Av, et 1 mois après, il fallait faire Yom Kippour, il fallait faire Sukkot. Comment est-ce qu'on fait? La forme a changé, le fond doit rester le même. Et c'est pour ça qu'on avait eu la chance à l'époque d'avoir Rabbi Yochanan ben Zakkai et d'autres chachamim qui c'est ça leur rôle, de nous adapter au changement, de garder la forme, le fond, pardon, garder le fond immuable en trouvant le nouveau manière de l'exprimer et chaque génération avec ses problèmes, avec ses moyens et avec ses capacités. Et donc, le fond de Simchat Torah va rester. Et c'est le même. Et quel est le fond de Simchat Torah? Quelles sont les valeurs essentielles? Je m'attarderai un instant sur 2. La première, c'est la Simchat Torah. Le fait que nous réjouissions d'avoir la Torah, ceux qui l'étudient et également ceux qui l'étudient moins, tout le monde est content qu'il y a une Torah en Israël. Et la deuxième idée, c'est Achdut Am Israël. Et cette unification, c'est le fait que tout le monde rentre dans ce Beth Knesset et tout le monde danse ensemble. Cette année, ce ne sera pas dans le Beth Knesset, mais c'est ce que l'on fait ce soir dans le Zoom. Et vous avez mentionné presque 500 personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont tous unifiés par l'étude de la Torah, par un même intérêt, par une même appartenance au peuple juif. C'est quelque chose d'extraordinaire et il faut bénir l'Éternel et ceux qui ont inventé le Zoom parce que c'est vraiment une invention formidable qui nous prépare en fait ces changements-là et nous prépare au grand changement qui viendra très bientôt, qu'on appelle la Geoula. Et lorsque la Geoula viendra, on ne pourra plus fêter Simchat Torah comme on l'a fait l'année dernière. On devra trouver d'autres formes, d'autres moyens. Et petit à petit, on va s'habituer à ces changements. Donc,
il faut être un peu souple par rapport aux formes d'expression et il faut être rigide en conservant le fond des choses. C'est ce que nous essayons de faire au Chok Ben Ogros, en maintenant l'amour de la Torah, en cherchant le fond et les valeurs qui sont exprimées dans les différentes formes des mitzvot. Et c'est ce que nous faisons dans Ardout Am Israël. C'est ce que nous faisons ce soir avec le Knef, avec Midreshet Yehuda, avec l'Ilmod, et nous espérons continuer à coopérer avec l'ensemble du peuple juif et tous ceux qui peuvent et qu'on participe et que l'on passe de 500 à 500 000 et Bezrat Hashem, Bimera Beyameno, Pitka Tava, Vesimchat Torah, Smecha.